ça marche, ça va quelque part. Ah, d'accord. Ah oui, non, je pense que c'est statique. Hein. Oui, parce qu'ils ont mis un écran là-bas. Ils ont mis un écran, sinon ils n'auraient pas mis d'écran. Oui, Alors oui, ils bah l'auraient oui. mis à l'arrivée ou je sais pas. Sur ouais. un camion éventuellement, mais là il est fixe alors. Sur un camion, ouais. Ah ouais. Hein. Bon, par ça, t'as vu des collègues ou pas? Mes collègues. Bah, des collègues, je te parle de collègues à nous. Ah, collègues mutuels. je sais pas, j'ai pas Bah, moi, il n'y a regardé. que toi et l'autre là que j'ai vu, là, Rambo. Moi et l'autre. Toi et l'autre, bah, Rambo, ouais. Rambo. Bah, Rambo, Mac Rambo, ouais. En fait, il y en a deux, trois, ils se ressemblent. Ah Des bon machins assez gros et barbus. Je mélange tout, moi. Ok. Bah, Mais moi, ça va, toi, mais ça va, on te mélange pas. oui. Il n'y a pas une deuxième quota qui te ressemble. Ah, peut-être, on va peut-être la trouver. Hein. Ah bah On va peut-être, chercher un oui. peu. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui filment Ouais. les manifestations, donc c'est facilement repérable. Moi, j'ai vu ça à la télé, ils en parlaient, je sais pas quoi, hier, je crois, ou avant-hier. Ouais. Bon, bah, on va y aller. Moi, en fait, j'aime bien tout ce qui est manif. J'ai même fait des manifs avec des sans-papiers, malheureusement. Oui. Je ne pouvais pas parler parce qu'on ne parle pas la même langue. Donc, c'est pas grave, j'y allais quand même. Oui. ouais, C'est ouais. bien, ça, c'est sympa hein, de votre moi, je part. Une fois, on en a fait une, je ne sais plus quel point, là. Et puis, on était parti, je ne sais pas où. Bah, en fait, notre Ouais. manif du samedi, on en a pas déclaré. On a été se joindre à eux. Ah, ok. Je ne sais plus, c'était. Je pense que c'était au mois de beau temps, je pense que ça devait être au mois de juillet ou juin, je ne me rappelle plus. Ouais. Ouais, comme dit à l'autre, on est les seuls qui va partout. Ouais. Si tu regardes bien. Ah ouais. Hein. Et après, les autres peuvent pas venir avec nous, pourquoi, je ne sais pas. Pourtant, nous, on est quoi? On est là pour un mieux vivre en général. Hein. Oui. Que ce soit ça, c'est ce qu'on demande, nous. Voilà. Bon, enfin, chacun, comme dit à l'autre, doit midi à sa porte. Ouais, ouais. Ouais. Hier, il y avait un truc à l'Assemblée nationale, c'était annulé. Le Oui, machin, c'est ce qu'on m'a dit, tout à bon, fait. on était quelques-uns. Et ben après, on était dans un café, on était 3-4 gilets. Oui. On a vu passer l'autre, là, comment ça s'appelle, Borne. Ah bon? À l'Assemblée, là. Vous lui avez fait la bise? Il y en a un qui s'est fait Elisabeth. défoncer la gueule par ses collègues, là. L'autre, il a dit, ouais, regardez ce qu'ils m'ont fait, vos bleus, je sais pas quoi, il leur a raconté. Ouh là là. Ah ouais, bah, il leur a dit ce qu'il pensait. Hein. Oui, oui. Ah, tu m'étonnes, ça arrive. 14 agrafes, ils lui ont mis. Ouh là là, mon Dieu. Il a voulu sauver, je sais pas si tu connais Petit Louis. C'est un mec, un jeune qui a des lunettes, il a commencé avec nous. Au début, il avait même pas 14 ans. Ouais. Bah là, il en a même pas 18. Donc il était par terre, je sais pas quoi, il a dû le relever. Et puis il s'est pris un coup par les Golios là-bas. 14 points de 14 agrafes dans la tronche. Oh non. Ça a coulé. Oh là là. Ah bah tiens, on en a vu toutes les couleurs nous. Depuis le début. On en a vu des vertes et des pas mûres. Et vous êtes encore là. C'est vraiment courageux de votre part. Hein. Pourquoi c'est pas normal? Si c'est courageux, c'est. Pourquoi? Bah, ça pourrait être passé pour du normal, sauf que les gens ne le font pas. Donc, Ah, moi je m'en fous, moi. Comme l'autre il disait hier, là, l'autre qui s'est fait défoncer la tronche, ouais. pour qu'il arrête de venir, il faudrait qu'il le foute en tôle ou qu'il tue. Voilà, c'est ce qu'il disait à la Potor. Tiens, je vais aller voir mon journaliste préféré. Ok, ça marche. Oui. En fait, c'est une. Excusez-moi. Ouais, pas de souci. Vous allez vous retrouver derrière la banderole, c'est pas grave? Attendez, on va essayer de Non, c'est pas grave. Il faut qu'on la tienne en hauteur en fait. Attendez, vous piquez la place quoi. Ouais, c'était prévu comme ça. Ah, c'était prévu. Désolé, mais. Si vous voulez passer. Vous nous aidez donc, du coup? Oui, on va la mettre. Vous allez pouvoir accéder. On va essayer de la tirer contre et la tenir. Par contre, attendez, bah, du coup, j'ai bougé parce que. Attendez, ouais, attendez. Le banderole qui donne des gilets jaunes. Là, c'est bien, il faut la tenir. C'est là-bas. Mais non, mais si vous montez vous asseoir là-haut et puis vous allez la prendre. Ah non, j'ai plus la
Faut la mettre plus haut là. Allô? Je suis au pied du lion, je peux pas être plus près. Tu vois le lion? Hein? Avec votre canne, peut-être vous pourriez la monter. Mais où t'es devant le lion? De quel côté? Ah bah je suis là, je te vois. Bonjour madame, pourquoi vous affichez ça élu? C'est vrai que c'est pour ça le lion, tu peux pas le louper quand même. Vous avez retrouvé vos amis? Bonsoir. J'en ai retrouvé une. Oui, ah, au moins une. Il y a Patricia qui peut. Ah, Ça va. Vous voulez le poser aussi? Ben oui, mais moi aussi, alors vous êtes où? Alors, je suis du... Attends. Ils sont en train de... Ah non, moi je suis du côté où ils mettent une bonsoir banderole. Gérard. Fais le tour. Ben, je suis sur le côté du lion où il y a une banderole. Rendez des comptes. Et face au jardin. Ben oui, mais et tourne autour du lion, tu vas me voir. Je suis face au parc et derrière moi, il y a des gens qui ont mis une banderole. Nicolas, n'hésitez pas à bloquer définitivement. Ah, moi, avec tiens, voilà, le lion. Voilà, ça c'est allez, demande. Filme-la avec sa pancarte, elle aime bien qu'on la filme. Sa pancarte, la commune de Paris. Elle a un fond là-dedans, t'as déjà la voir. Dans les gilets. Voilà. Fais-lui voir ta pancarte. Je l'aime beaucoup. Voilà. Je l'aime beaucoup. Et elle aime bien son corbeau aussi. Elle le corbeau aussi. Ah, le corbeau. Elle lui donne à manger. Elle lui met un corbeau sur le. Aide-moi pour que je sorte de là-bas. Oh, pop, 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 Hop, 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 hop. Oh, Eh, quelle 82 ans la machine. Oh, bravo! 82 ans. Écoute, c'est long. madame, bravo. Ouvre la bouche, on va compter. 82 ans. Ça n'a aucune importance. Elle a Nous, commencé, on elle avait vit 30 ça. ans à Nous, filmer, elle a fait je sais pas combien de films. on vit, nous, on bah vit ouais, sans, chacun son truc, sans regarde, Il est où il faut filmer ça parce qu'il faut que tout le monde vienne à Paris et reste jusqu'à ce qu'on chasse les nazis financiers. Tu vois, jusqu'à ce qu'on chasse les nazis financiers, il faut rester à Paris par milliers. C'est très important parce que c'est ce que s'est passé la première révolution française. Les Marseillais sont venus et sont restés jusqu'à ce qu'ils chassent les féodaux et les bourgeois ont coupé la tête du roi. Mais sinon, moi je suis contre le sang qui coule. Il faut qu'on fasse égalité, fraternité, liberté avec la commune de Paris. Oui. Voilà. Et mon père faisait la commune de Paris après-guerre en Bulgarie. Et c'est incroyable parce qu'il avait levé les salaires des ouvriers comme c'était dans la commune. La commune, les ouvriers ont choisi tout le monde dans la commune et le chef de la commune avait le même salaire que l'ouvrier.
Oui. Mais personne ne le sait. Maintenant, je raconte qu'est-ce que c'est la commune parce qu'il n'y a plus d'éducation. On ne dit pas ce que c'était la Révolution française 1789 et on ne dit pas du tout ce que c'est la commune de Paris. Magnifique commune qui était la seule fois quand il y avait égalité, fraternité, liberté au monde, Oui. jamais avant. Voilà. Ok, merci beaucoup, madame. De rien, courage. Merci à vous. Je peux te dire, j'ai 887 films à la Bibliothèque nationale. D'accord. Je suis diplôme ingénieur chimiste du pétrole et je félicite mes camarades ouvriers parce que c'est dur de travailler dans le pétrole. Ah bah oui. Et je m'appelle Maria Koleva, K-O-L-V-A. Et si tu fais Maria Koleva film, tu vois des centaines de films parce que j'ai donné tous les films gratos à tout le monde. D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup. De rien, courage, je t'aime. Les langues là-haut. Ah non, non, il se prend tout, hein, c'est pas de... Un malaise là-haut. Hein? Je fais pas un malaise là-haut. C'est la postérité. Voilà. Ouais, c'est bien. Voilà. Ouais, mais passer comme ça. Oh, il est bien 6h20, 6h30 maintenant. Pas du tout, ça va bien? Samedi. Je sais pas, pour l'instant, où je serai. Je ne serai plus la veille à chaque fois. Ça dépend de pas mal de choses en fait. Et, je ne sais pas du tout où je serai. En photo. Alors là, non, c'est juste que de... Ah oui, pardon. Après, ça ne veut rien dire. Hein. On verra la motivation des... Quoi qu'il en soit, oui, vous y serez. D'accord. Bah après, je ne sais pas hein, laquelle j'irai. Sincèrement, je ne sais pas. Bah, il y a les Gilets jaunes, il y a M. Philippot aussi, c'est ça. Et donc pour l'instant, je ne sais pas du tout. Ouais. Ah oui, parce que je t'ai pas vu l'autre fois. Où ça? Bah nous, on était à celle de Fontaine des Innocents. Toi, c'est une bonne idée. Alors j'étais à la bourse, mais comme il n'y avait pas beaucoup de monde et comme il y avait déjà quelqu'un qui couvrait la manif, je suis allée à l'autre. Mais sauf que je suis arrivée en retard, donc du coup je suis partie à celle de 16h. On verra. Voilà, c'est bien. Encore, il y a que ta main. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je suis Pierre Harissev, le directeur de l'Institut pour la justice. Et avant toute chose, je vais poser quelques règles très claires pour ce rassemblement. Philippot, Première à règle, ce samedi. rassemblement durera À samedi. 1 heure. Il se terminera à 19h précise, heure à partir de laquelle tout le monde doit se disperser dans le calme et sous le regard bienveillant des forces de l'ordre. Ce rassemblement se déroulera intégralement dans la dignité et le respect de ceux au nom desquels nous nous rassemblons, les victimes et uniquement les victimes. Ce qui implique qu'aucun slogan ne devra être entendu sous peine d'expulsion immédiate. Merci pour cela. La mélancolie ce soir est à la hauteur de l'ampleur de cette manifestation.
Alors moi je vous vois de loin, mais j'ai l'impression que nous sommes très nombreux, bien plus que ce à quoi nous nous attendions il y a quelques jours. Là, ça y est, il pleut. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour toutes les victimes, celles nombreuses et touchantes que vous entendrez dans quelques instants, et toutes celles que l'on n'entendra jamais. On pense à elles. Elles ont perdu un conjoint, un enfant, la vie, une innocence. Et puis évidemment, nous pensons à la dernière victime, non seulement de l'insécurité, du laxisme de l'État, mais de la barbarie. Lola avait 12 ans et elle rentrait du collège. Nous avons tous une pensée émue pour elle et sa famille. Bonsoir à tous. Tu cadres large. Merci d'être présents ce soir à ce beau rassemblement. J'assume totalement, en tant que présidente de l'Institut pour la justice, la teneur de ce rassemblement. Je l'assume aussi en tant que mère de famille nombreuse et maman d'une petite fille de l'âge de Lola. Je veux remercier mon équipe de l'Institut pour la justice, en particulier Pierre-Marie, Marie-Alix et François, d'avoir réussi à l'organiser en 48 heures, ce qui était un énorme défi pour une petite association comme la nôtre, et malgré les pressions, les critiques et les menaces. Nous allons commencer ce rassemblement par un moment de silence solennel, en hommage aux victimes de notre pays et en hommage à leurs familles qui souffrent. Nous commençons par l'intervention de Stéphane Maître. Stéphane Maître est avocat au barreau de Paris, expert historique de l'Institut pour la justice. Son travail pour les victimes est formidable. Merci. Chers amis, je n'ai pas l'intention d'évoquer ce soir le drame terrifiant qui a frappé la petite Lola et sa famille. Nous pensons à eux et nous les entourons aussi bien que nous pouvons. Je veux ce soir évoquer d'autres situations dans lesquelles un crime aurait pu être évité. Je pense en particulier à toutes ces affaires qui défraient la chronique et qui chaque année nous apprennent qu'un criminel a pu récidiver parce qu'il est sorti prématurément de prison et qu'il a pu récidiver quelques semaines après sa sortie, à la moitié de sa peine. Oui, ces crimes-là peuvent être évités. Vous n'empêcherez pas les familles de venir nous voir pour nous dire si cet homme était resté en prison pour purger sa peine, notre fille ne serait pas morte. Nos élites trouvent ce raisonnement simpliste? Pas moi. Alors la réponse est toujours la même.
Les juges ne font qu'appliquer la loi. Et c'est vrai. C'est vrai. Mais alors, c'est la loi qu'il faut changer. Il y a deux axes prioritaires qui, me semble-t-il, doivent faire l'objet d'évolutions rapides. D'abord, le domaine de l'application des peines et ensuite le droit des victimes. S'agissant de l'application des peines, nous avons, depuis les années 2000, une succession de législations qui vont toujours dans le même sens. Toujours dans le sens de la systématisation des aménagements de peine, de la généralisation, y compris en matière criminelle, de la libération anticipée des personnes condamnées. C'est une logique implacable qui est constatée, tout gouvernement confondu, depuis une vingtaine d'années. Il est temps de revenir à davantage de réalisme, à davantage de rigueur dans l'appréciation de la dangerosité. Il est temps de faire évoluer la législation, à tout le moins en matière criminelle, pour avoir une approche plus restrictive et plus prudente, car on ne joue pas avec la vie des gens. Et il y a en matière d'application des peines deux principes qu'il faut inverser. D'abord, l'aménagement de peine, la sortie anticipée, la libération anticipée doit redevenir l'exception et non plus le principe systématique. Ensuite, le principe qui doit sous-tendre les aménagements de peine doit être le principe que le doute profite aux victimes et aux citoyens et non plus aux condamnés. Il y a un principe cardinal dans notre droit qui est le principe de la présomption d'innocence et le principe selon lequel le doute profite à l'accusé. Il n'est pas question de remettre en cause ce principe. Mais là, nous sommes en présence d'une situation différente. Il s'agit de personnes condamnées, reconnues coupables par la justice. Et bien, dans ce cas de figure-là, il y a matière à faire appliquer le doute, le principe que le doute doit profiter aux victimes et aux citoyens et non plus aux condamnés. De cette façon, il devient possible d'essayer de faire reculer le crime, sinon de le faire disparaître. Le deuxième point, le deuxième axe, est tout aussi important. C'est l'axe de la place des victimes dans le procès pénal. Le droit des victimes. Aux côtés de l'Institut pour la justice, depuis plusieurs années, je me suis attaché à cette question de l'équilibre des droits entre le mis en cause, la victime et l'accusation, le principe d'égalité des armes. Et sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, en particulier sur le sujet de la libération anticipée des condamnés, eh bien il me semble que la victime doit être davantage entendue, écoutée, prise en compte. J'ai connu une affaire que tout le monde a en tête, une affaire où un violeur récidiviste a été libéré au bout de 5 ans, alors qu'il devait purger une peine de 10 ans, et quelques mois après sa sortie de prison, il a récidivé avec cette fois meurtre de la victime. Et quand on regarde ce dossier, eh bien on constate que la victime du premier crime pour lequel il avait été condamné avait fait savoir au juge d'application des peines sa conviction. Elle avait dit et même écrit « Je suis sûr que cet homme récidivera. Je suis sûr qu'il récidivera. » Cela n'a pas empêché la libération avec la suite désastreuse que l'on connaît. C'est dire à quel point la victime peut avoir une appréciation fondamentalement importante dans ces situations. Alors il y a eu des progrès. Grâce à d'autres affaires dans lesquelles j'ai pu être impliqué, nous avons pu obtenir des évolutions de la loi, avec la possibilité pour la victime d'intervenir devant les juridictions d'application des peines. C'est un progrès, mais ce n'est pas suffisant.
sur le problème qui nous occupe, il faut absolument que la victime ait la possibilité de faire appel d'une décision de libération anticipée. Ne croyez pas que la victime pourra compter sur le ministère public pour faire entendre sa voix, car le ministère public, dans la majorité des cas, s'associe à la demande de libération anticipée du condamné, en respectant d'ailleurs, ce faisant, les circulaires qu'ils reçoivent et qui demandent aux magistrats du parquet de s'associer et de ne pas s'opposer aux demandes de libération anticipée. Voilà, mes chers amis, les deux axes qui me semblent prioritaires. Alors, il faut qu'ensemble, modestement, chacun à notre place, avec nos moyens, avec nos convictions, avec notre énergie, nous travaillions ensemble, de manière constructive, à l'élaboration de lois nouvelles, à l'élaboration d'améliorations législatives sur ces domaines capitaux. Soyons déterminés, avec en tête un cap, une boussole. Et cette boussole, c'est qu'il faut que la sécurité et les victimes redeviennent une priorité dans la politique pénale de notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Merci Stéphane. La prochaine personne qui va venir, c'est Maître Maxime Thiebaud, que j'invite donc à s'approcher. Maître Thiebaud est avocat au barreau de Paris et il mène une affaire qui nous intéresse beaucoup à l'Institut pour la justice depuis quelques mois. C'est une plainte que nous déposons, que nous avons déposée, enfin que nous sommes en train d'élaborer, qui prend beaucoup de temps, beaucoup de procédures, mais une plainte pour inaction sécuritaire. Plusieurs mois qu'on est sur l'affaire et c'est Maître Thiebaud qui l'amène, donc je le laisse vous en dire quelques mots. Et je rappellerai avant toute chose le respect, encore une fois, des règles et de la dignité de cette manifestation, ce respect devant être total. Merci. Merci Pierre-Marie. Ces larmes, du moins je voulais dire cette pluie est un peu comme les larmes qui coulent sur nos joues depuis quelques jours et depuis l'annonce terrible de l'assassinat de la petite Lola. Je pense qu'elles seront à propos. Je remercie l'Institut pour la justice pour sa confiance dans l'affaire qu'il m'a confiée, à savoir engager la responsabilité de l'État, du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur, pour son inaction en matière sécuritaire. Pourtant, le droit, il existe. Le droit, il existe depuis des années. Le droit, il est inscrit. Il suffit de l'appliquer. Je citerai par exemple le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui énonce que tout individu a le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. L'article L111-1 du Code de sécurité intérieure. La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions d'exercice des libertés individuelles et collectives. L'État, donc le pouvoir exécutif, a le devoir d'assurer la sécurité. Le Conseil constitutionnel a reconnu dans les années 80 comme obligation à valeur constitutionnelle la sécurité. Et pourtant, l'inaction perdure. L'inaction perdure depuis des années, gouvernements successifs, les actes n'ont pas été pris. Monsieur Véran nous annonçait encore dernièrement, on peut faire mieux, on doit faire mieux en matière d'OQTF. On se demande sincèrement ce qu'ils ont fait. Alors oui, aux politiques d'agir, au pouvoir législatif de contrôler le gouvernement, mais aussi aux citoyens. C'est l'œuvre de l'Institut pour la justice, cet institut sérieux qui est installé dans le travail du droit depuis des années, que d'engager la responsabilité de l'État lorsque l'action n'est pas faite. Il y a suffisamment de victimes qui auraient pu être évitées si le pouvoir politique avait fait son travail. C'est inadmissible. « 10 millions d'euros, c'est ce à quoi l'État a été condamné pour son inaction en matière environnementale. Ne croyez-vous pas quand même que la sécurité des Français passe avant l'environnement ?
Alors là, ils ont un petit souci technique. Peut-être dû à la pluie, je ne sais pas. J'espère que vous allez tous bien, toujours. Ici, il pleut bien, là. Hein. Ah la vache. Pas distance. On est bientôt sur la 6, par la sortie de l'angle. Je pensais que c'était pour réguler la circulation. Pourquoi il bloque, J'ai mon téléphone qui prend l'eau. Est-ce que l'imaginette, s'il vous plaît? Ok, merci à vous. Merci à tous, merci. Ok. Non, parce que On a eu un de ces éclairs. on a eu des éclairs, mais on savait que si ça allait être trop tard. Ouais. Mais ils arrivent à prévoir ça. Là, ils sont pas. Non, non. C'est normal, oui, c'est bien. Ah, d'accord. Ouais. 48 heures pour préparer le rassemblement. Non, si. Excusez-nous, c'est la sobriété énergétique. C'était le moment sobre. Mais bien sûr. Ouais, exact. Oui, bah, la sobriété énergétique, j'aimerais l'efficacité sécuritaire. Je vous remercie. Bonsoir. Alors, tout d'abord, petit message de sécurité pour les personnes qui sont montées sur la statue. C'est extrêmement dangereux, c'est glissant. Nous vous demandons donc de redescendre pour éviter les accidents. Merci. Bonsoir à tous. Je m'appelle Marie-Alix. Voilà 11 ans que je travaille à l'Institut pour la justice et que je rencontre des victimes. Des dizaines et des dizaines de victimes. Ce rassemblement est pour elles ce soir, pour les faire exister et pour les faire entendre. Les victimes qui ont voulu s'exprimer ce soir l'ont fait par vidéo. Vous le comprendrez, c'est une façon moins douloureuse et plus simple pour elles de livrer leur témoignage poignant. Notre garçon fut battu à mort. Mon fils a été agressé sauvagement à l'âge de 19 ans. Il n'a pas uniquement poignardé Valérie, il nous a tués nous aussi. Notre Adrien était l'opposé de ces sauvages. Combien de cris d'horreur ont été poussés? Existe-t-il pire pour une maman, un papa, un frère? Combien de morts, combien d'horreurs pour que vous, les grands hommes, entendiez ce cri que nous poussons et qui nous détruit? Je ne trouve pas les mots pour vous réconforter tant d'horreur représente. Je souhaite toutes mes condoléances à la famille et aux proches de Lola. Et que justice soit faite. Et je te demande de prendre soin de tout cela. Au moment où nous parlons, je me souviens.
Je me souviens que chaque matin, lorsque j'ouvre les yeux, les premières secondes sont un cauchemar sans cesse renouvelé. Je me souviens de la manière dont la nouvelle nous fut murmurée et qui fit hurler de douleur sa maman. Je reste glacé des fois tandis qu'on nous conte les détails de la mort de Jérémie et la barbarie commune à cette horde de sauvages qui l'assassinent de 7 coups de couteau, puis le roue de coups de pied, de coups de poing, l'abandonnant sur ce pont tandis que la vie s'échappe de son corps. 13 années ont passé depuis ce jour maudit. 13 longues années ont filé. Combien de portes depuis se sont ouvertes sur l'horreur? Combien de cris d'horreur ont été poussés? Combien de fois êtes-vous allé vérifier dans sa chambre si votre enfant s'y trouvait bien, priant pour qu'il ne lui soit rien arrivé de pareil? Combien de fois votre estomac s'est-il noué de ne pas l'y trouver? Moi, j'ai ouvert ma porte un matin du 22 août 2009 et depuis, nous constatons, médusés, l'horreur qui poursuit son chemin et s'invite chez vous tous, tandis que les médias relatent l'impensable, l'indescriptible scénario de cruauté qui affectera jamais une personne, une famille. Bonjour à tous, je suis Élise, la maman de Lorenzo. Mon fils a été agressé sauvagement à l'âge de 19 ans. On l'a poussé par derrière, plaqué, jeté dans un fossé, sauté sur le dos, porté des coups d'une extrême violence sur les cervicales, ce qui l'a rendu tétraplégique. Après avoir passé près de 2 ans à l'hôpital, 3 mois en réanimation, 16 jours de coma, Lorenzo a failli mourir 3 fois. Je m'appelle Christine Balonza. Je suis la maman polytraumatisée et inguérissable de Grégory Barizadeh, sauvagement assassiné le 5 novembre 2015 par un monstre à échirer la misère. Existe-t-il pire pour une maman, un papa, un frère? Grégory était si bon, si bien éduqué, tout à fait capable de vivre en société. Et bien entendu tout l'inverse de son assassin, qui, à peine 16 ans, avait déjà à son effectif plus de 18 affaires de justice. Comment pouvait-il s'arrêter, puisqu'il errait encore dans cette société où on construit les assassins? Pendant sa détention provisoire, il va continuer à menacer ses co-détenus avec un couteau. Depuis sa mort, nous sommes des survivants. Comment ne pas être en colère par un tel acte criminel? Comment ne pas en vouloir à la justice française qui l'a puni uniquement à 10 ans sous prétexte qu'il était mineur? Comment être sûr qu'il ne recommencera pas, puisqu'en prison, c'est le Club Med. Il a même passé la formation de premier secours. Comment est-ce possible? Comment peut-on accorder autant d'importance à un monstre alors qu'il n'a pas uniquement poignardé Grégory, il nous a tués nous aussi? En 3 ans, il sera libéré, si ce n'est pas avant. Il aura 26 ans et mon fils aura vécu jusqu'à peine 18 ans. Je suis Monique Bouquignot, l'épouse du bijoutier de Cambrai, qui a été assassiné lors d'un braquage dans notre magasin en 2011 et moi-même battue à mort en 2013. Toutes mes pensées vont vers la petite Lola, ses parents, sa famille, ses amis, cette petite fille lâchement tuée. Je ne trouve pas les mots pour vous réconforter tant l'horreur est présente. Je suis très en colère que tous ces meurtres ne soient pas punis comme il se doit. Pensez-vous qu'il soit normal que les peines appliquées soient soumises à des réductions de peine pour bonne conduite en prison? Notre chagrin est double, et en ce qui nous concerne, nous calculons que peut-être bientôt ils vont sortir et nous risquons de les croiser sur notre chemin, comme si rien ne s'était passé. Là est notre colère, et si je pouvais m'exprimer, mes mots seraient très violents. Comment peut-on en France remercier les assassins par un cadeau des années de prison en moins? Bonjour, je m'appelle Lauriane, j'ai 35 ans. J'ai été victime de viol en réunion par 2 personnes que je connaissais lorsque j'avais 15 ans. J'ai osé porter plainte et à partir de ce moment-là, ma vie a été un véritable calvaire.
Malgré une peine d'emprisonnement de 6 ans ferme, j'ai subi pendant plus de 15 ans des menaces de mort, des insultes, des gestes complètement déplacés par la famille d'un des violeurs. Ce violeur a même été embauché au service technique de mon village et malgré les plaintes en gendarmerie, les rendez-vous avec le maire, personne n'a su comprendre ce que je subissais. J'ai été donc forcée de me rendre à l'évidence et de déménager dans une autre région. Ma colère, elle est encore bien forte face à cette injustice. Et jamais je ne pardonnerai ce dysfonctionnement, en espérant que peut-être un jour les choses changeront. Je suis très touchée par la mort de Lola, dans des circonstances atroces et terribles. Et j'espère sincèrement que le coupable aura une peine en conséquence. Bonjour à tous, je me présente, je suis Madame Monguillot, l'épouse du chauffeur de bus qui a été tué à Bayonne en juillet 2020 dans l'exercice de ses fonctions pour le non-respect du port du masque et titre de transport. C'est quelques mots pour vous dire le désarroi dans lequel nous sommes, mes filles et moi-même, depuis 2 ans. Pour nous dire à quel point nous sommes touchés aussi par tout ce qui se passe autour de nous et aux dernières nouvelles par ce qui s'est passé vendredi. Petite Lola, nous sommes tous victimes d'une insécurité grandissante dans notre pays. Nous ne ferons jamais notre deuil. Voilà, j'entends dire qu'on doit nous laisser tranquilles pour faire notre deuil, mais non, en fait, on ne fera jamais notre deuil. Et je pense que pour des victimes comme nous, d'atrocités, le deuil ne se fera jamais. C'est très dur, 2 ans pour nous, un peu plus de 2 ans. Voilà, aujourd'hui, voilà, on est anéanti par tout ce qui se passe, on est anéanti par notre survie, bien évidemment, par cette absence, par ce manque qui est constant. Et ce que nous ressentons, nous, toutes les victimes le ressentent. C'est une évidence. Et voilà, je voulais juste vous dire ça. Il faut qu'on s'accroche, il faut que, voilà, il faut avancer, tout le monde doit avancer, mais l'insécurité qui est là, dans notre pays, bien présente tous les jours, est terrifiante. Voilà, je voudrais juste m'adresser à toutes les victimes comme nous, leur apporter mon soutien au nom de mes filles, de mon association, l'association Philippe Monguillot, apporter tout notre soutien à Lola, bien évidemment, petite Lola, à son papa, sa maman, son frère. Et une chose, je vais demander une chose, si jamais il y a une vie après la mort, je te demande, mon Philippe, de prendre soin de petite Lola. Voilà, ne jamais fermer les yeux, ne jamais oublier et faire en sorte que nous puissions vivre à peu près décemment. Monsieur le Président de la République, le 29 juillet 2018, au petit matin, notre fils, Adrien Pérez, a été sauvagement assassiné par 2 frères, poignardé en plein cœur. Notre enfant nous a été enlevé de la plus brutale des manières, alors qu'il fêtait son 26e anniversaire dans une boîte de nuit de la banlieue de Grenoble. Son tort, avoir porté secours à un couple d'amis, agressés par 2 voyous. Cet euphémisme nous coûte pour les qualifier. Ces 2 individus frères de sang et d'assassinat sont, comme bien souvent, connus des services de police. Ils sont aussi, et peut-être surtout, l'insupportable engeance d'une France qui, par son incapacité à répondre fermement à la délinquance, produit un sentiment d'impunité croissant, conduisant des jeunes gens à sortir armés d'un couteau. Notre Adrien était l'opposé de ces sauvages. Aimé de tous, il incarnait au quotidien les valeurs de respect, d'honnêteté et de générosité qui sont les ciments d'une société policée. Il l'a payé de sa vie. Au cœur de cette tragique litanie de vie brisée, nous songeons également à Martin, laissé pour mort à Lyon après avoir défendu un couple qui s'embrassait. Sachez, Monsieur le Président, que ce renoncement a un prix, celui de notre fils.
été arrêtés, mis en examen, placés en détention provisoire, puis relâchés seulement 4 jours après. Cela fait plus de 2 ans que nous nous battons pour que justice soit faite. Vous qui faites les lois, mettez-vous s'il vous plaît à la place des victimes. La justice française m'a changé. Merci. Je vais introduire la prochaine et avant-dernière personne qui va parler. C'est Stanislas Godon, qui est policier. Il est engagé au syndicat Alliance et engagé évidemment auprès des victimes depuis beaucoup d'années. Donc je vous demande de l'accueillir et je lui laisse la parole tout de suite. Bonsoir à tous. Je ne m'attarderai pas dans un grand discours. Tout d'abord, merci aux victimes qui ont eu ce courage aujourd'hui de prendre la parole et de témoigner. Merci Pierre-Marie et les équipes de l'IPJ d'avoir organisé ce rassemblement pour les victimes et surtout pour les victimes. Aujourd'hui, c'est un policier qui s'exprime, certes, avec la liberté de parole d'Alliance Police Nationale, qui a toujours été aux côtés des victimes. Oui, en effet, les policiers sont en première ligne. Des constatations, de la prise de plainte, en passant par les investigations, les auditions, les confrontations, les interpellations, où les policiers plaignent de plein fouet la violence de la société. Tout comme ils prennent de plein fouet les blessures physiques et psychologiques des victimes. Ce n'est pas nouveau si je vous dis que depuis des années, les victimes n'ont pas été au cœur du débat. On nous a vendu le droit à la réinsertion des auteurs de crimes et délits, mais on a oublié que le premier devoir de la société est celui de protéger ses citoyens. Ce devoir, il dépasse la Constitution car c'est un devoir humaniste. En tant que policiers, vous le savez, nous dénonçons le parcours du combattant des victimes au sein de la machine judiciaire et pénale. Les policiers ont d'ailleurs le même parcours dans les méandres de la procédure pénale, toujours plus complexe et qui entrave fortement l'aboutissement des enquêtes. Ainsi, ce sont des centaines de dossiers qui s'accumulent parfois sur le bureau des enquêteurs. Mais nous dénonçons également l'absence d'exécution de plus de 100 000 peines, l'écart indécent parfois entre les peines encourues et les peines prononcées et les peines réellement exécutées. Le défaut d'évaluation de la dangerosité d'individus, bien connu des services de la justice ou de l'univers carcéral, mérite aussi notre attention. Que dire des aménagements de peine, des peines alternatives devenues la variable d'ajustement de la population carcérale? Et pour ne citer que cet exemple en matière administrative, le constat terrible de ces obligations de quitter le territoire français qui ne sont pas exécutées systématiquement. Pendant ce temps, les drames se succèdent, la liste des victimes s'allonge. Et les 40 000 places de prison nécessaires à une vraie politique pénale ne sont pas à l'ordre du jour. Mais l'heure n'est plus au constat connu de tous, alors que moins d'un Français sur 2 fait confiance en la justice. Il y a urgence. Oui, en effet, une urgence pour que tous les acteurs de terrain proposent aux parlementaires des solutions en matière judiciaire et dans le domaine administratif, pour que l'État soit à ce grand rendez-vous de la sécurité des Français. Magistrats, policiers, avocats, associations de victimes, membres des affaires étrangères et tant d'autres sont les savoirs d'aujourd'hui pour construire les mesures fortes, bien éloignées d'une agitation politique inutile. Merci de m'avoir laissé ce temps de parole des policiers. Et évidemment, je ne pourrais conclure autrement qu'en rendant une fois de plus un immense hommage aux victimes et à leurs familles. Merci à tous.
Merci Stanislas pour ton témoignage important, celui des policiers. Alors il y a beaucoup de pluie, donc on bataille un petit peu avec l'eau. Il faut me mettre au-dessus de ça. Les témoignages de ce soir vous font réaliser que nous sommes tous ensemble dans le même bain bouillant de l'insécurité. Nous sommes dans le même bateau. Et le malheur de ce bateau, c'est que plus personne ne tient la barre. En France, ce sont l'idéologie et le laxisme généralisé qui sont à l'œuvre. Le laxisme judiciaire, on en a parlé. Depuis les années 60, une idéologie judiciaire est à l'œuvre. Elle a aboli la sanction. Elle a par exemple mis en place une perpétuité réelle qui n'est ni réelle ni perpétuelle, puisqu'en France, la perpétuité ne dure que 18 ans et la perpétuité dite réelle peut être examinée après 30 ans. Elle a inventé le concept de détention à domicile, généralisée, où les délinquants de droit commun restent libres, tranquillement dans le confort de leur maison. Cette idéologie judiciaire pousse à toujours accorder plus de remises de peine, des secondes chances, des troisièmes chances, des 47e chances. Mais dans le même temps, elle est toujours implacable avec les vraies victimes, celles qui se défendent chez elles ou dans leur commerce contre des bandes de cambrioleurs, ou celles qui ont perdu un proche et qui n'ont toujours pas le droit de faire appel en cour d'assises. Mais il y a aussi le laxisme de l'État. Il faut le dire, il ne date pas d'hier, ni de ce gouvernement. Un refus de construire des places de prison, même celles promises. Des instructions des ministres demandant au parquet de ne pas envoyer en prison. Un soutien plus que chancelant à la police, tantôt le genou à terre pour Adama Traoré, tantôt réfugiés derrière eux lors de manifestations. Citons également la démission de l'État dans les années 70, lorsqu'il a refusé de garder la main sur la régulation de l'immigration. Démission toujours actuelle, puisque les fameuses obligations de quitter le territoire français sont encore une fois des obligations facultatives. Je vous l'ai dit, plus personne ne tient le gouvernail de ce bateau. Le problème, c'est que pas très loin, je ne sais pas si vous les voyez, mais il y a des rochers. Et nous fonçons droit devant. Nous sommes pourtant de plus en plus nombreux à les voir, mais certains crient encore au mirage. La preuve, ce rassemblement, pourtant pur d'intention, et j'insiste là-dessus, n'a pas été organisé sans difficulté. Il y a eu des cris d'orfraie de nos dirigeants qui depuis trop longtemps mettent la tête dans le sable, ce sable plein du sang de victimes innocentes. Il y a eu le discrédit jeté sur l'Institut pour la justice, lui prêtant des intentions politiciennes. Il y a eu bien entendu des manipulations plus déplorables, maladroites, venant d'un peu partout. Il y a eu enfin des tentatives d'intimidation. Mais aujourd'hui, il ne reste évidemment qu'une chose de ce rassemblement. La parole des victimes passées, celles que vous avez entendues, qui ont souffert et qui toutes, encore aujourd'hui, souffrent encore. Et si nous ne faisons rien, il y aura bientôt la parole des victimes futures, c'est-à-dire vous tous. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, en un mot, l'Institut pour la justice est une association citoyenne, existante depuis 15 ans, constituée d'un collectif de victimes, d'un collège d'experts, de 5 citoyens engagés à temps plein et financièrement soutenus exclusivement par 15 000 adhérents indépendants et membres que je remercie aussi chaleureusement. Pour terminer ce rassemblement, je vous propose de lancer une longue salle d'applaudissements pour toutes les victimes que vous avez entendues, pour toutes les victimes futures, évidemment pour la petite Lola que nous avons tous à l'esprit, et je vous remercie d'être venus. Merci à tous. Merci beaucoup. Ce rassemblement de l'Institut pour la justice est terminé et je vous demande de vous disperser dans le calme et je vous remercie encore une fois. Merci. Dispersion dans le calme. Ne vous faites pas voler ce rassemblement. Marion, parce que Marion, je pense pas. C'était Marion ou Marine qui devait venir, j'avais vu son invitation. J'ai pas tout vu. Là, oui, c'est moi. Aïe, 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 aïe. En plus, ouais. Non, mais franchement, c'est miraculeux. Oui, oui. C'est miraculeux. Et vous avez une chaîne? Oui, c'est une chaîne YouTube. En fait, je filme des événements. Comment ça s'appelle?
C'est No Way. No Way comme N-O-W-A-Y. Tout à fait, oui. Donc si je tape No Way, normalement vous devrez me trouver. No Way, ça, normalement, et je ferai sur YouTube. Sur YouTube, d'accord. Merci. Mais je vous en prie, bonne soirée. Le rassemblement est terminé. Merci de vous séparer, de vous disperser dans le calme. L'Institut pour la justice déclare que le rassemblement est terminé. Nous vous demandons de vous mettre à l'abri de la pluie, de vous disperser dans le calme avec dignité et intelligence. Merci, Madame, Monsieur, d'être venus. Le rassemblement est terminé. L'Institut pour la justice remercie chacun d'entre vous d'avoir été digne, d'avoir été présent pour les victimes et vous demande de vous disperser. Merci d'être venus. L'Institut pour la justice vous demande de vous disperser dans le calme, dans la dignité, en respect de toutes les victimes pour lesquelles nous nous sommes rassemblés. Merci d'être venus. Nous vous demandons de vous disperser dans le calme et dans la dignité, en hommage pour toutes les victimes que nous sommes venus écouter. Merci d'être venus. L'Institut pour la justice a terminé. Merci d'être venus. L'Institut pour la justice vous remercie et vous demande de vous disperser dans le calme et dans la dignité. Dans la dignité pour les victimes que nous sommes venus écouter. Merci d'être venus. Nous vous demandons de vous disperser. L'Institut pour la justice vous remercie d'être venus dans la dignité et vous demande de vous disperser. Destitution. Immigration dehors. La France, en prison. Macron, 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 en prison. Merci d'être venus. Le rassemblement de l'Institut pour la justice est maintenant terminé. Nous vous demandons de vous disperser dans le calme, intelligemment, avec des victimes. Merci. Le rassemblement est maintenant terminé. En hommage à toutes les victimes de l'insécurité, l'Institut pour la justice vous demande de vous disperser dans le calme. Un immense merci d'être venus. Nous vous demandons de vous disperser intelligemment, dans le calme, dans la dignité, en repensant au témoignage que nous avons entendu. Mesdames, Messieurs, merci d'être venus. Le rassemblement est maintenant terminé. Nous vous demandons de vous disperser dans le calme. Merci. Et les raisons pédocriminelles, vous n'avez pas parlé. Justice pour le justice pour le justice pour le justice pour le justice pour le. Merci d'être venus. Le rassemblement est maintenant terminé. Tous les membres de l'Institut pour la justice vous remercient et vous demandent de vous disperser dans la dignité, dans le calme. Merci à vous. Merci. Macron dehors. Migration. 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 Lola!
Une seule solution, immigration. Une seule Allez, dispersez-vous là. J'ai vu une pancarte sur les mains, je crois que c'était mon tonton. Ça va pas. J'ai vu notre tonton derrière. Justice pour Lola.